Pour briser l'atonie et donner du courage à toute la classe ouvrière qui subissent des plans sociaux, qui subissent des APC dans tous les sens. Il faut parler de ce qui se passe aujourd'hui. À Grand-Puy, la raffinerie, il y a un piquet de grève là en Seine-et-Marne dans le 77. On lutte contre le plan social qui nous impose 700 suppressions d'emplois. Donc la revendication principale de la CGT, c'est 0 suppression d'emplois, sous-traitants et total compris. Voilà, on refusera, il n'y aura pas une seule suppression d'emploi. Effectivement, on a organisé la lutte. Aujourd'hui, demain, donc la grève continuera jusqu'à samedi matin, 6 h. Et voilà, on va rien lâcher, ça parle de reconductible dans tous les sens. Et on va plier, on va obtenir le retrait de ce plan social parce que les patrons, des moyens, ils en ont, il faut leur faire cracher les moyens. Il n'y a que la lutte, il n'y a que le rapport de force qui comprennent. Voilà. Allez, courage à tous, et l'avenir appartient à ceux qui luttent. Bonjour Thierry. Bonjour Philippe. Oh, t'as mis un beau maillot aujourd'hui. Tu vois, le gris ne m'allait pas, donc on a le le blanc. blanc. Voilà. Voilà, et bien, je présente le sommaire de notre 7e journal. Et oui, déjà 7e journal. Nous commencerons par le tout image, avec entre autres une chanson à découvrir, et ça c'est la surprise. Et on reviendra sur la manif du 5 décembre. Ensuite, brève de lutte. Aujourd'hui, ce sont les mouvements dans les industries électriques et gazières, la RATP et les privés d'emploi. Victoire de la CGT au CA de la SNCF. Très important ça. Et quand le carambar devient indigeste, et vous verrez que pour les salariés de carambar, il est devenu vraiment indigeste. Puis comment ça va? Avec Jean-Louis Perrin, de la société Sanofi, qui vous parlera de son entreprise. Pour cette fin d'année, nous aurons 2 gros plans, où nous évoquerons le projet Hercule d'EDF, avec Sébastien Melesplier, et André Fada, membre de la Fédération CGT des intérimaires, viendra nous parler des conditions de travail des intérims dans notre pays. Ouais, compliqué avec ce confinement. Et puis, parole de parlementaire, avec Fabien Roussel, qui viendra nous parler culture, sa vision de la culture, qui aujourd'hui est extrêmement mal en point et mise à mal par le gouvernement. C'est pas essentiel. C'est pas essentiel, et pourtant c'est ce qui permet de nourrir l'esprit et donc de la réflexion. Et puis enfin, puisqu'on parle de culture et de non essentiel, Thierry, tu finiras par la page culture où tu nous présenteras de nouveau un livre. Voilà. Je ne suis pas le Père Noël. Cher Emmanuel, nous te rendons hommage, car cette année tes cadeaux nous ont vraiment gâtés. Il n'attendait pas le Père Noël. Je ne suis pas le Père Noël. Non, tu n'es pas le Père Noël, Emmanuel. Pour nous, les ultra-riches qui faisons notre fortune au détriment des plus pauvres, tu es l'élu. C'est la belle année d'Emmanuel, nous les plus riches, on est contents, et les yeux levés vers le ciel, remercions le gouvernement. Avant de partir en croisière, faisons une dernière prière. Petit Emmanuel, tu es descendu du ciel avec ton projet financier. J'oublierai pas tes grands souliers, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, il y a la France d'en bas, tous ces gueux ne voudront plus de toi. Il me tarde tant que ce jour revienne, quand le facteur va m'apporter l'avis d'imposition que je vois en baisse et que je t'ai commandé. Je le rappelle, la Poste a l'ambition de supprimer 4000 bureaux de poste en France dans les années 2016. Et donc la Poste a tout mis en œuvre pour en arriver là aujourd'hui, c'est-à-dire une baisse de fréquentation de la Poste. De 35 heures, on est passé à 32, à 28, à 22 heures.
Et surtout, parce que vous devez le voir, vous, habitants de Saint-Thomas, c'est qu'aujourd'hui, la Poste, quand il y a un problème d'organisation au travail, eh bien, elle laisse le bureau de Saint-Thomas fermé toute la semaine. Et ça, c'est inadmissible. C'est la Poste qui ne tient pas ses engagements. Et aujourd'hui, on garde l'espoir. On garde l'espoir parce qu'on a un dicton qui est très simple, mais qui est tellement réaliste. Ceux qui luttent peuvent perdre, mais ceux qui ne luttent pas, ils ont déjà perdu. Merci. Pour ce camion, des cadeaux presque par milliers, en provenance de toute la région PACA. Les cheminots et le Secours populaire ont imaginé une chaîne de solidarité pour les enfants de la vallée de la Roya. Combien de cartons là? Oh, j'ai aucune idée. Il y a quelqu'un qui compte? Suffisamment pour redonner le sourire aux 217 écoliers de cette vallée. Au lendemain des inondations, les cheminots sont mobilisés. Grâce à cette voie ferrée rebaptisée la ligne de vie, ils ravitaillent la population. Aujourd'hui, ils se mobilisent de nouveau. Dès qu'on a vu les images de la catastrophe, on s'est dit voilà, à notre échelle, nous c'est eux, qu'est-ce qu'on peut faire pour les sinistrés de la vallée? On a gonflé un peu notre commande de jouets pour Noël, de goûter également. Et puis en lien avec le Secours Pop avec lequel on travaille en étroite collaboration depuis des années, on a pu monter cette action extrêmement rapidement et avec l'aide d'une trentaine de cheminots et de bénévoles. Dans les cartons collectés ce jour-là, un jeu qui pourrait susciter des vocations. Le jeu, c'est des questions sur les métiers de cheminots, etc. Et pour les enfants, il y a les réponses dans le livre. C'est le petit clin d'œil, voilà. Ben oui, il faut qu'ils se souviennent de nous un peu. Mais merci. De rien. C'est très 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 gentil. Bon Philippe, on passe aux brèves. Alors tout d'abord la première et une bonne nouvelle, la CGT, première organisation syndicale à la SNCF, avec ses filiales et au CA, en fait le CA il y a eu le vote du 4 au 10 décembre, donc la CGT affiche un score en progression, et ce qui est important de dire, et donc conforte, je le disais, sa première place d'organisation syndicale représentative, c'est important, 36% en gros contre 34% aux dernières élections de 2018, derrière l'UNSA, totalise 21,27% contre un peu moins de 24% en 2018. Sudrail remporte, elle, 16,48% des voix contre 17,28% en 2018. Donc là aussi en baisse, et ainsi que la CFDT qui, avec 13%, perd environ 1%. Il faut noter que FO, ni la CGC, ni la CFTC ne seront représentatifs au sein de ce CA de la SNCF. Donc c'est très important parce qu'en fin de compte, les salariés ont confirmé leur attachement et leur confiance à un syndicalisme démocratique, rassembleur, offensif et force de proposition. C'est réjoui la CGT cheminot. La grève historique, il faut le rappeler, de 2018 contre le nouveau pacte ferroviaire et le mouvement interprofessionnel contre la réforme des retraites de l'hiver dernier ont redonné des couleurs au syndicalisme de lutte, et les salariés ont aussi exprimé surtout leur souhait de ne pas voir dépecer le service public. Thierry, après 10 jours de grève et de blocage de l'entrepôt, les 80 salariés d'XPO de Montbarbier, dans le Tarn-et-Garonne, ont obtenu satisfaction. Conditions de travail, salaire ras des pâquerettes, accidents à répétition, managérial par la peur, la coupe était pleine. Ils ont gagné plusieurs points, dont les salaires. XPO, société américaine de transport et de logistique, c'est 320 salariés sur 85 dépôts en France, dont les 2/3 en intérimaire. Ils travaillent pour Leclerc, Auchan, Action, Zara. Bravo à eux pour leur combat victorieux. Bravo. Philippe, une information, une arnaque quand même autour de la Poste. Attention, la nouvelle arnaque circule en direction des intérimaires et CDD de la distribution. Certains se retrouvent invités pour un entretien d'embauche en CDI dans les locaux de la Poste avec le responsable RH de l'établissement. Apportez un RIB, votre permis, un masque, bref, tout va bien. Et puis, au cours de l'entretien, ils peuvent, à condition d'être attentifs, se rendre compte que leurs recruteurs ne sont pas du tout postiers, mais chasseurs de tête pour la start-up Mon CDI, qui propose des missions d'intérim de longue durée. Et au bout de 5 ans, ils pourront peut-être, s'ils sont bien sages, être recrutés directement par la Poste. Et voilà, la nouvelle arnaque de la Poste. Merci les ordonnances. C'est à Saint-Étienne que plus de 100 livreurs Uber Eats, Deliveroo ou Just Eat se sont mis en grève ce dimanche 12 décembre. Ils ont bloqué les plateformes de drive des fast-foods. Ils réclament des conditions de travail décentes, de vraies rémunérations. En un an, ils ont changé 3 fois de contrat.
Ils sont passés de 1,60 € le kilomètre à 90 centimes. Et s'ils tombent malades, ils ne sont pas pris en charge. Pas le droit au chômage, ils doivent payer leur mutuelle. Et cerise sur le gâteau, ils ne cotisent pas pour leur retraite. C'est tout simplement l'esclavage moderne. Budget en berne, baisse du nombre de fonctionnaires, recours accru aux contractuels. À l'heure actuelle, et à l'heure du changement climatique, les agences de l'Office national des forêts voient leur mission de service public remise en cause. Ils étaient 16 000 il y a 20 ans, tu te rends compte? Ils ne sont plus que 8 000 à s'occuper de 4 millions d'hectares de forêts publiques, mais la moitié ont désormais un statut privé, donc l'ONF risque à terme de subir le lobby des privés ou tout simplement privatiser, et avec elle, notre forêt publique. Ce jeudi 17 décembre, les agents des industries de l'énergie sont de nouveau en grève, contre notamment le projet Hercule. Nous nous en sommes fait l'écho la semaine dernière. Ils remettent donc l'ouvrage sur l'établi, d'autant que cette réorganisation qui va tuer définitivement EDF et GDF ne sera même pas débattue au Parlement. Un vrai déni de démocratie sociale. Il est temps que les usagers s'emparent aussi de ce sujet. Rappelons qu'il y a aujourd'hui 13 millions de précaires énergétiques en France. Alors toujours aujourd'hui, là, ce 17 décembre, 5 syndicats de la RATP, donc ceux qui sont sur Paris l'ont dû le revoir, ont lancé un appel à faire grève ce jeudi. Ils entendent protester, c'est important, contre les conséquences pour les agents de la prochaine ouverture à la concurrence des réseaux de la régie. Et oui, comme la SNCF, la RATP va être mise en concurrence à partir de 2025. Ils critiquent le contenu du cadre social territorialisé, le fameux CST, préparé par le gouvernement pour cette ouverture à la concurrence. Les syndicats voient dans ce CST justement un texte de recul sociaux important en matière notamment de conditions de travail, de rémunération, de congés annuels, de repos, d'augmentation du temps de travail, de liquidation à terme du statut du personnel de la RATP. En fait, la totale. Aujourd'hui, c'était une nouvelle journée de mobilisation des privés d'emploi, des précaires, appelés par la CGT à manifester devant les caisses d'allocation familiale, le Pôle emploi et les lieux de vie pour revendiquer 100% des travailleurs privés d'emploi, soit d'indemniser et dénoncer la supercherie de la fameuse aide sociale exceptionnelle pour les travailleurs précaires. En cette fin d'année qui aura été particulièrement insoutenable, la CGT exige que les primes de Noël soient portées à 900 €. Alors Philippe, le patron de l'usine Carambar de Marc-en-Barœul, Carambar, a décidé de supprimer tous les emplois pour réembaucher une partie du personnel à des contrats plus précaires avec une perte de 300 à 800 € de salaire. En fait, il les supprime parce qu'en fait, il déménage dans une autre entreprise qui fabrique les lutis, d'autres bonbons, et ça lui permet effectivement de trouver d'autres conventions collectives et de les passer à moins 300, voire à moins 800 €. Et là, il complétera son effectif par des intérimaires. Alors les salariés ont décidé quand même de ne pas se laisser faire. Ils ont fait 2 jours de grève la semaine dernière et leur objectif c'est réduire au maximum la production et donc produire un minimum de bonbons. Il faut savoir que l'usine de Marc-en-Barœul compte aujourd'hui environ 150 salariés et produit 7500 tonnes de bonbons par an, des carambars, des mi-chocos, mais aussi des goms. Pas sûr que ce plan soit très digeste et pourtant les carambars, c'est super bon. Hein. Et oui, et ça Thierry, ça s'appelle un plan de sauvegarde d'emploi. Ça permet de virer tout le monde et de focaliser sur le nombre de gens que tu réembauches. Et c'est là-dessus que tu fais ta pub, mais pas sur ceux que tu vires. C'est une escroquerie. Alors, comment ça va? Avec Jean-Louis Perrin, délégué CGT de Sanofi, qui viendra nous parler de son entreprise et de la vision qu'il en a au travers de la situation sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Bon, Jean-Louis, comment ça va, la boîte? La boîte va super bien. Si on parle économiquement et financièrement, ça va. On a distribué nos dividendes, donc tout va bien. 4 milliards, l'équivalent de 40 années de dons au Téléthon. Tout va bien. Pas mal? Ouais, pas mal, ouais. Ils ont fait mieux, non, il y a des années? 4 milliards, c'est peu. Non, 4 milliards, non. 4 milliards, c'est fait partie des gros scores pour Sanofi. Donc Macron, il a raison de s'appuyer sur elle, sur Sanofi. Ouais, il a raison. Il a raison de donner sa souveraineté, on va dire, du médicament
fait sa souveraineté thérapeutique à la France, à Sanofi, pardon. Oui, Sanofi, parce que la France, c'est pas gagné. Parce que plus il donnera de souveraineté à Sanofi, plus les actionnaires pourront se gaver. Voilà. Mais en étant plus sérieux, effectivement, la problématique aujourd'hui, c'est que Sanofi est en train de se engager un peu partout. On prend par exemple la recherche, vous avez annoncé des choses qui... écoute, en recherche, il a déjà été annoncé un gros plan de suppression de postes. Alors, Sanofi parle plus de licenciement ou de plan social. Sanofi parle de plan de suppression, parle de suppression de postes et de départ volontaire. Donc là, oui, il va y avoir des départs à hauteur de 1100 sur l'Europe, sans compter les départs à venir qui nous ont pas encore été annoncés pour la recherche. Mais déjà, on sait que le Sanofi va perdre un site de recherche en plus, qui est le site de Strasbourg, où l'activité est transférée sur le site de recherche de Vitry. Et là, ça veut dire quoi, ils recherchent, ça impacte quelle recherche en fait? Parce que 1100 c'est énorme. Ça impacte tous les axes thérapeutiques. Les dernières dates qu'on a abandonnées, ce sont tout ce qui est axe thérapeutique sur les antibiotiques. Il s'est totalement désengagé de ces axes-là thérapeutiques. Et effectivement, on se désengage par exemple aussi du cardiovasculaire, on se désengage petit à petit du diabète. Aujourd'hui, Sanofi ne cherche que les molécules qui vont avoir pour eux une forte valeur ajoutée. Donc en gros, toutes les petites molécules des molécules issues de la chimie, qui ont beaucoup moins de valeur ajoutée, sont petit à petit abandonnées par le groupe. Et qui va les faire? Non, parce qu'on a toujours besoin d'antibiotiques quand même si on dit qu'il faut pas en abuser. Ah oui, on aura toujours besoin d'antibiotiques. Mais pour Sanofi, c'est pas un marché comme ils appellent, parce que la santé pour eux c'est un marché. C'est pas un marché qui va pouvoir assez développer leur marge opérationnelle brute. Donc c'est un marché qu'ils abandonnent. Après, oui, toi tu vois ça en tant que potentiel patient, mais Sanofi voit cela comme un potentiel marché qui va rapporter ou pas rapporter. Et les choix sont faits sur le fait que le marché sera à forte valeur ajoutée ou pas. Et s'il n'est pas à forte valeur ajoutée, on fait le choix de se désengager d'une partie de sa recherche et de certains axes thérapeutiques. C'est ça la réalité. C'est ça l'industrie c'est l'industrie pharmaceutique tout court. Aujourd'hui, ce que cherche l'industrie pharmaceutique, c'est le profit. Et c'est surtout ce que cherchent les actionnaires, parce que les actionnaires se nourrissent de ce profit. Alors que logiquement, ces profits-là devraient être réengagés dans la recherche pour faire toujours plus évoluer la recherche et l'évolution des traitements. Mais une grosse partie de l'argent qui est gagné par ces groupes pharmaceutiques, qui ne va pas à la santé, qui va directement dans la poche des actionnaires, et c'est un vrai problème. C'est le vrai problème. Et d'ailleurs, ce sujet-là, aujourd'hui, au Sénat, il est présenté le projet de loi sur le pôle du médicament et du matériel médical. Alors c'est vrai que nous, au niveau de la CGT, surtout de l'AFNIC, on défend plutôt la création d'un pôle de la santé qui intègre le médicament et le matériel médical. Mais il est vrai aussi que la démarche des sénateurs du Parti communiste est intéressante, même si on s'arrête aux médicaments et au matériel médical. On vous a annoncé deux gros plans. Donc le premier que nous vous proposons est autour de la situation des intérimaires en cette période de confinement où il y a eu 1 million d'intérimaires mis au chômage. Et nous évoquerons cette situation avec André Fada, qui est de la Fédération CGT Intérim. De 2,5 millions d'intérimaires qui travaillaient avant la crise, avant mars 2020,
on s'est retrouvé aujourd'hui à peu près à 1 million, quoi, c'est-à-dire 1,5 million, quoi, 1,5 million d'intérimaires qui bossent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 1 million d'intérimaires qui, depuis mars, ont été virés des boîtes, quoi. Et l'impact le plus important, ça a été les premiers mois. Les premiers mois, avec le premier confinement, avec un certain nombre de secteurs qui ont arrêté, d'autres qui sont passés au ralenti, et dans beaucoup d'entreprises, ben, ils ont viré les intérimaires en premier, évidemment, quoi. Il y a eu les secteurs stratégiques, tels que la logistique, le transport, l'agroalimentaire, la grande distribution. Là, il y a eu des appels à des renforts de la part des entreprises, des forts recrutements d'intérimaires, de salariés intérimaires dans ces secteurs-là. À la Poste également, parce que, bien entendu, ce qui s'est passé, c'est que, comme les boutiques étaient fermées un peu partout, donc il y avait beaucoup de commandes en ligne, donc il y avait aussi beaucoup de colis qui circulaient. Après, dans d'autres secteurs comme l'industrie, les intérimaires qui se retrouvaient, qui travaillaient déjà, qui étaient en mission avec des contrats courts. Alors, il faut savoir que dans l'intérim, dans un certain nombre de secteurs, c'est surtout des contrats à la semaine, voire des contrats à la journée. Donc la précarité, c'est une précarité extrême. L'épée de Damoclès sur la tête en permanence. Sur l'intérimaire, il ne sait même pas si son contrat va être renouvelé quand il arrive à la fin de la semaine, vendredi, à la dernière minute, on leur dit bon ben tu reviens lundi ou alors tu dégages. Voilà, c'est comme ça que ça se passe généralement. Ça, notamment dans la logistique. Bon. Un secteur que j'ai oublié aussi qui a été très impacté, c'est l'aéroportuaire. Et dans l'aéroportuaire, en particulier sur la plateforme de Roissy et sur Orly, il faut savoir que les intérimaires sont très très présents dans la sous-traitance des grands aéroports. Et là, il y a eu une chute phénoménale voilà, la casse des emplois intérimaires. Parce que justement, ils étaient avec des contrats à la semaine, à la journée, ils n'ont pas été payés, enfin voilà, le contrat arrive à terme, tu dégages, quoi. Donc c'est des salariés qui basculent dans le chômage, sans moyens pour subsister. Et on se retrouve avec deux types de salariés intérimaires, ceux qui ont les contrats courts et ceux qui ont des contrats longs. Alors ceux qui ont des contrats courts, voilà, la situation dramatique du jour au lendemain, plus rien. Ceux qui ont des contrats longs, notamment dans l'industrie automobile, dans la construction navale, dans l'aéronautique, pour citer quelques exemples, eux, ceux qui sont chez le donneur d'ordre, directement, pas dans la sous-traitance, ceux qui sont directement chez le donneur d'ordre, ils ont habituellement des contrats longs, de 4 mois, de 6 mois, voire de 8 mois. Ça existe encore. Depuis des années, ça existe encore. Ces salariés-là, soit ils sont passés en chômage partiel, soit ils ont été contactés par les agences d'intérim pour leur dire bon ben écoutez, on vous change le contrat, on vous modifie le contrat, on fait un avenant au contrat, au lieu d'aller jusqu'au mois de jusqu'au mois de septembre 2020, par exemple, on vous arrête le contrat avant parce que l'entreprise ne peut pas vous employer, etc. Donc il y a eu des situations comme ça, avec des intérimaires qui connaissaient pas leurs droits et qui ont été victimes de ces pratiques crapuleuses, quoi. On leur casse le contrat, alors que la loi, elle est claire là-dessus. Le Code du travail précise bien qu'un intérimaire qui subit une rupture anticipée de contrat doit être rémunéré jusqu'au dernier jour du contrat. C'est l'agence qui doit le rémunérer. Ou alors lui fournir, dans les 3 jours, une nouvelle mission avec la même qualification, dans un espace géographique similaire, etc. Mais deuxième gros plan, où nous évoquerons le projet Hercule EDF avec Sébastien Ménesplier. Sébastien Ménesplier, Philippe, qui est le secrétaire général de la FNME CGT.
Notre bataille, elle est aussi de faire prendre conscience aux usagers que depuis l'ouverture des marchés à la concurrence, la déréglementation de l'électricité et du gaz depuis 20 ans, on avait promis aux commun des mortels finalement que ça éradiquerait la précarité énergétique. Or, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a 13 millions de précaires énergie en France. On a des factures de l'électricité qui ont augmenté de 35% et la facture de gaz qui a augmenté de 75%. On voit bien qu'en ayant ouvert à la concurrence ce système, on n'a fait qu'augmenter les tarifs. Donc notre bataille, elle est pour l'intérêt général et surtout pour faire en sorte qu'à l'avenir, dans un service public de l'énergie, il y ait un tarif réglementé de pérenne avec forcément une accessibilité pour tous, qu'on habite dans les pays d'outre-mer, en métropole, à la campagne, à la montagne ou dans les grandes villes. C'est ça notre bataille aujourd'hui. Le projet Hercule, que propose-t-il? Est-ce que ça va dans ce sens-là? A priori, non. Le projet Hercule, il est aujourd'hui une bataille en interne parce que c'est un deal dans la négociation qu'il y a avec la Commission européenne et l'Elysée pour que EDF puisse demain, justement dans cette concurrence libre et non faussée, être un acteur un peu plus robuste. Mais pour l'usager lambda, la désintégration d'EDF, c'est forcément privatiser une entreprise qui aujourd'hui est actrice dans le service public. EDF, c'est un énergéticien qui est mondial, c'est le premier dans le monde. Demain, forcément, en désintégrant cette entreprise qui fait tache d'huile pour la Commission européenne vis-à-vis des autres États, c'est en effet casser ce modèle d'une entreprise nationalisée qui est détenue à plus de 80% par l'État et qui n'existe nulle part ailleurs. Donc pour l'usager, cette privatisation, elle amènera forcément une casse du service public et une réponse aux besoins qui est déjà aujourd'hui très dégradée. Donc notre bataille, elle est de court terme, mais aussi de long terme. Pourquoi? Parce que se battre pour éviter ce projet Hercule, c'est une chose, mais il nous faudra malgré tout demain, pour améliorer le service public et l'intérêt des usagers, un autre EDF que celui qu'on a aujourd'hui. Parole de parlementaire avec Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, mais aussi député du Nord, et qui réagit sur France Inter à la proposition gouvernementale de ne pas rouvrir les cinémas et les lieux de culture. Culture, ce n'est pas un supplément d'âme, comme disait Jacques Ralit, c'est l'âme d'un pays. J'ai été atterré quand j'ai découvert, comme beaucoup de nos concitoyens, et je pense aussi au monde de la culture, les décisions du Premier ministre de maintenir fermés les théâtres, les cinémas, les salles de spectacle encore pour 3 semaines. La culture, dans notre pays, c'est la vie. La France est un pays de culture. Ce n'est pas un accessoire. C'est essentiel. C'est valable à Paris, comme à Saint-Amand-les-Eaux, comme dans les villages, comme à la montagne, partout. Dans chaque ville et village de notre pays, la culture est indispensable. Quel est le seul loisir que propose ce gouvernement dans les 3 semaines qui viennent aux familles, aux enfants? C'est d'aller faire des courses, c'est d'aller dans les grandes surfaces. Je trouve ça scandaleux. Nous aurions pu trouver le moyen que les théâtres, les cinémas, les salles de spectacle soient ouverts, même en respectant le couvre-feu de 20h, faire en sorte que l'après-midi, les enfants, les familles puissent aller assister à une pièce de théâtre, aller au cinéma où on est assis, dans des salles où on ne se parle pas, où on a le masque, où on écoute, où on regarde, où on respire. On a tant besoin de respiration dans ce pays qui passe par la musique, qui passe par la création, et aujourd'hui, il nous prive de tout cela. La culture, ce n'est pas un supplément d'âme, comme disait Jacques Ralit, c'est l'âme d'un pays. Nous en avons besoin aujourd'hui et je partage tout à fait la colère du monde de la culture et j'appelle à manifester le mardi prochain à 12h à la Bastille, comme le fait, comme l'ensemble des syndicats du monde du spectacle, pour demander l'ouverture des salles de spectacle, de théâtre et de cinéma au plus vite car nous en avons besoin. Ça nous aidera à surmonter cette crise. C'est aussi cela qui peut nous aider à passer les difficultés liées à cette pandémie. Bon Thierry, on termine par la culture. Quel livre tu nous présentes aujourd'hui? Eh bien écoute, hier, donc mercredi, un nouveau Pif Gadget est sorti avec trois cadeaux, dont un petit sapin, ça me rappelle, parce que effectivement, à l'époque, on avait planté le sapin. Bon, on va pas polémiquer sur le nouveau directeur de publication de Pif Gadget, chacun a la sienne. Sincèrement, moi je l'ai acheté parce qu'effectivement Pif c'est important. Pif c'est la culture du mouvement social. Pif Gadget c'est l'histoire, y compris de toute la bande dessinée des années 50, 60, 70. Pif avant c'était Vaillant, c'est marqué là, Vaillant.
avec Arnal qui a dessiné Pif, et puis il y a eu Rahan, il y a eu Docteur Justice, il y a eu y compris Hugo Pratt dans Pif. Enfin, tous les plus grands dessinateurs sont passés par Pif avec son fameux gadget. Ça, c'est la Bible de Pif. Bon, c'est un peu cher, c'est 39 €, mais c'est un super cadeau si vous n'avez pas encore trouvé pour Noël, voire pour le jour de l'an. Voilà pour le livre. Alors, on continue sur le festival du film documentaire. Et on va mettre en ligne, et on a mis en ligne, notre premier documentaire que nous avons réalisé à Plus belle les luttes, et qui a été le premier film présenté lors de notre festival, qui s'appelait à l'époque, non pas Le vent se lève, mais J'ai une gueule d'industrie, et alors. Et le film, c'est sur l'histoire de la fermeture, tu l'as connu toi, d'Azur Chimie à Port-de-Bouc, dernière usine sur Port-de-Bouc, et il s'intitule Misère 104, notre premier documentaire. À regarder, très intéressant avec... pas mal d'émotions en même temps. Voilà, c'est terminé pour cette année d'ailleurs. Oui, pour cette année. C'est notre dernier numéro de 2020. Retrouvez-nous sur YouTube, retrouvez-nous sur Facebook. Continuez à vous abonner. On vous souhaite de bonnes fêtes. Bonnes fêtes. Oui, de bonnes fêtes. Et attention, pas plus de 6 à table. Hein. Ah, on peut peut-être être plus nombreux. Si vous enterrez la dinde, vous savez que les enterrements, on a le droit à 30, ou 20 ou 30. Donc, moi, je vais faire l'enterrement de la dinde. On ne sera pas 30, mais en tout cas, un peu plus de 6 ou 7. Donc, pour enterrer la dinde. Donc, voilà. Si les gens viennent vous voir, écoutez, on enterre la dinde. Et nous sommes un peu plus nombreux. Non, surtout, portez-vous bien. Faites attention à vous. Et puis, à l'année prochaine, en 2021, notre premier journal, rendez-vous le 7 janvier 2021. Prenez soin de vous et bonne fête. Bonne fête. Au revoir.